Bonjour et bienvenue à l'abbaye de Belle-Perche. On vous accueille aujourd'hui pour un petit podcast assez sympathique. On va vous présenter ce qu'ils organisent ici, c'est-à-dire des événements, des concerts, des spectacles, des médiévals. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire ici. Exactement. Et beaucoup de choses à voir. On a trop hâte de vous le présenter. On fait ça sous forme de podcast où on présente un petit peu l'histoire et ensuite tous les événements qui s'y passent. Et Johan, il me semble qu'il y a une histoire de dés dans ce podcast. Oui, tout à fait. Donc déjà, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, c'est Elodie qui va nous présenter l'abbaye. Et avec le dé, elle va nous présenter également différentes pièces et un petit peu nous raconter toute l'histoire de cette abbaye avec différentes anecdotes très touchantes. On espère que le podcast vous plaira. Pensez à mettre un commentaire, un like, tout simplement parce que ça aide au référencement, d'une part. Et d'autre part, c'est qu'on aimerait beaucoup présenter plus de lieux comme ça. Donc vraiment, ça nous aide énormément à continuer. Allez, des bisous et à de suite. Allez, on envoie. Eh bien, on se retrouve après cette superbe intro. Johan, comment vas-tu? Toujours bien, pas de problème. Et Elodie, du coup, qui nous accueille, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ton métier ici? Oui, alors je m'appelle Elodie, je suis médiatrice culturelle ici à l'abbaye de Belle-Perche. Je travaille ici depuis 4 ans maintenant. Eh bien, moi, mon rôle, c'est de faire le lien entre le lieu et les gens. Ok, d'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir. C'est un plaisir. Johan, est-ce que tu voudrais nous expliquer le principe de ce podcast, finalement? Alors, différemment d'habitude, du coup, puisque aujourd'hui, on va toujours lancer le dé, évidemment, mais là, cette fois-ci, on va lancer le dé pour inclure des petites visites de l'abbaye, qui sont également présentées par Elodie, sur certaines pièces de l'abbaye. Donc, on a sélectionné 4 pièces, mais vous n'en verrez que 3, voilà. Suspense. Et ensuite, on va faire, comme d'habitude, plus ou moins, c'est-à-dire une petite interview, sauf que cette fois-ci, ça ne concerne pas la personne en question, mais évidemment, les activités de l'abbaye, son fonctionnement, enfin... ce qu'elle a proposé, on va dire. Pas trop stressé? Non, ça va. Ça va? Bon, en tout cas, nous, on est super contents parce que c'est pas souvent qu'on sort avec de notre cadre. Nous aussi, c'est une première, c'est vrai? je tiens à le dire. Voilà. Ah, oui. Et ben voilà. Bon, alors du coup, Elodie, est-ce que déjà tu peux nous présenter l'abbaye? Oui, alors cette abbaye elle a été fondée entre 1130 et 1140 par une famille de chevaliers, la famille des Argombats. Et ils avaient fait cette abbaye à 9 km d'ici, donc pas sur son emplacement actuel. Et cette abbaye était dépourvue d'un point d'eau, donc ils ont décidé de déplacer l'abbaye pour qu'elle puisse prospérer. Donc, elle a été placée en bordure de Garonne, sur les rives qu'on peut voir juste ici. On mettra des petits plans pour illustrer. Mais c'est vrai qu'elle est bien placée. Hein, sur le elle est bien placée et en fait, ça a permis que cette abbaye s'enrichisse grâce au commerce. Donc, en fait, c'est une abbaye qui a été affiliée à l'ordre des cisterciens. Et ils faisaient beaucoup d'agriculture. Donc, ils avaient des granges un peu partout. Ils avaient 9000 hectares de domaines fonciers. Donc, c'est énorme. Oui, et sur ces domaines fonciers, donc, ils faisaient de l'agriculture. Ils produisaient des céréales, ils élevaient du bovin, ils faisaient de la vigne. Juste autour de l'abbaye? Non, c'était vraiment... C'est étendu, en fait, sur le territoire. Oui, tout à fait. Donc, du coup, ça a permis à cette abbaye de prospérer, de s'enrichir. C'était une des 3 plus grandes abbayes cisterciennes du sud-ouest de la France, au XIIIe siècle. Ok. Voilà. C'était quoi les 2 premières? L'abbaye de Grand-Selve, à Bouillac. Donc, il ne reste que des ruines. Voilà. Et l'abbaye de Boulbonne. Ah, c'était l'interro surprise. On a mis un petit peu... je crois, en Haute-Garonne. Voilà. Et elle était à égalité avec Fontfroide, près de Narbonne, qui est très connu. Fontfroide, très connu. Donc c'est vraiment un lieu très important. Je me demande si je n'ai pas visité d'ailleurs Fontfroide, mais quand j'étais ado. Ouais, parce que on est souvent allé là-bas. Et... Elle est encore elle est très belle. Elle est, donc, elle est très connue. Et donc, cette abbaye a prospéré. C'était. Alors, moi, j'avais lu un peu la brochure. Il me semble que c'était le vin qui. Entre autres, oui. Il y a eu beaucoup de production de vin. Donc, c'était consommé ici, mais surtout vendu, du coup, sur la Garonne. Donc, ça partait sur Bordeaux pour être vendu. Ouais, c'est. Ok. Oui, et puis avec un accès en plus à la Garonne. Oui, voilà. Il y avait vraiment il y avait le port, il y avait tout ce qu'il fallait en fait pour le transport. Tout à fait.
pour le maraîchage et tout ça, en fait, finalement. Donc ça a vraiment permis à l'abbaye de Belle-Perche d'être une abbaye très importante pour le territoire. Ok. Voilà. Bon, après, il y a eu quelques temps de moins bien. Donc on a eu les guerres, la guerre de 100 ans, il y a eu les guerres de religion beaucoup plus tard, il y a eu des pestes, enfin voilà. Donc du coup... voilà. Elle a été détruite à ce moment-là Elle a été... très abîmée, on va dire. Il y a eu un incendie, on le sait. Après, il y a toujours eu des moines. Voilà, la communauté n'est pas partie, elle a toujours été là. Voilà. Oui, mais elle s'est réduite. Oui. C'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, on avait jusqu'à 80 moines. Donc c'est une grosse communauté. C'est énorme, non ? Je sais pas. Oui, c'est assez énorme. C'est beaucoup. À partir du XVe siècle, on n'est plus qu'à une dizaine de moines, quoi. Une quinzaine de moines maximum. Ok, ouais, donc ça dépérit un peu au niveau du XVe siècle. C'est ça, 15e, 16e. Après, il y a eu des hauts, des bas, enfin voilà, comme tout. Il y a eu un rebond après, ou alors ça c'est vraiment... Un petit peu, oui. Ok, d'accord. Et on arrive au XVIIIe siècle, où là, il y a vraiment un renouvellement, une envie de changement, et elle est transformée en hôtellerie. Donc, c'est toujours une abbaye avec des moines, mais l'abbaye accueille des gens en villégiature ici à l'abbaye de Belle-Perche. Donc, ça devient un peu l'hôtel-restaurant du XVIIIe siècle. D'accord. Et c'est ce qu'il reste aujourd'hui de l'abbaye. Donc, tout ce qu'on voit date du XVIIIe siècle. 18e siècle, ok, voilà. D'accord. Okay. Dans la salle où on est. Parce qu'avant, du coup, il y avait, tout ce qui était avant le XVIIIe siècle, il y avait tout ça, ça a été reconstruit. Ça a été reconstruit, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Voilà. Donc, XVIIIe siècle, hôtellerie, réhabilitation des lieux, changement d'architecture. J'imagine qu'il a fallu faire quelque chose de plus chic pour accueillir du beau monde, finalement. C'est ça. Ben, on le voit du coup autour de moi. Voilà. Tous les décors ont été faits pour les invités, les gens qui venaient ici à l'abbaye en vacances, entre guillemets. Oui, c'est ça. Okay. Les moines n'avaient pas droit à ce prestige de décor, etc. Ça restait des moines qui devaient respecter la règle. Oui. Voilà. Donc la sobriété et tout ça. Sobriété, pauvreté. Donc le XVIIIe siècle, voilà, l'abbaye va accueillir plutôt des gens aisés pour... c'est de l'hôtellerie. C'est ça. Ok. Jusqu'à la Révolution. Il y avait toujours des moines à ce moment-là. Ou pas ? Il y avait toujours des moines. Oui. Une toute petite communauté de moines, mais il y avait toujours des moines. L'abbaye était dirigée par un abbé, un prieur, donc il y avait vraiment une communauté. Ok, très bien. Mais ils ne se croisaient pas. C'est-à-dire ? Donc c'est pas eux qui géraient l'hôtellerie, ils avaient quelqu'un qui s'occupait de gérer l'hôtellerie pour eux ? Oui, en fait, les moines étaient vraiment dans la partie près du cloître, donc avec toutes les salles monastiques. Et... les visiteurs, eux, étaient dans ces salles où on est là actuellement. Et il y avait vraiment une séparation entre les deux. Ils se croisaient jamais, en fait. Non. Ok, d'accord. Sauf le dimanche à l'église, quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et encore, les moines étaient dans le cœur de l'église et les visiteurs dans la nef. Dans la nef, mais c'est pour ça que quand on arrive à l'abbaye aujourd'hui et quand on rentre, on a un vestibule d'entrée. Oui. Où est l'accueil, avec un grand escalier. Magnifique d'ailleurs, l'escalier. Cet escalier monte dans les chambres de l'hôtellerie. Voilà, ça monte en direction des chambres. Et le vestibule servait vraiment à accueillir les gens qui venaient en villégiature à l'abbaye. Voilà, ils ne rentraient pas par l'entrée des moines, en gros. Voilà. Ok, d'accord. Okay. Voilà, c'était vraiment très séparé. Alors, pour l'anecdote, c'est parce que les moines avaient fait vœu de chasteté. Ouais. Donc, ils ne devaient pas se marier ni quoi que ce soit. Et du coup, vu que des femmes venaient à l'abbaye, l'abbé mettait une limite en fait pour ne pas les tenter. D'accord, ok. Voilà. C'était l'abbaye de la tentation, quoi. Exactement. On aurait pu faire une télé-réalité déjà à l'époque. C'est vrai. Quand on lit certains romans de l'époque, ça ressemble beaucoup à des télé-réalités. C'est vrai. Effectivement. Ok, d'accord. Et donc il y a ce passé un peu d'hôtellerie et il y a eu la Révolution après. Révolution française où là tous les biens ecclésiastiques deviennent des biens nationaux et l'abbaye
est vendu. Donc les moines quittent de leur propre chef l'abbaye. Ouais. Ils n'ont pas été chassés contrairement à d'autres endroits. Ils sont partis vraiment de leur plein gré. Et et du coup, l'abbaye a été vendue à un propriétaire privé. Okay. Donc, quelqu'un qui avait pour ambition d'habiter ici, à l'abbaye de Belle-Perche, donc dans une très grande demeure, parce que c'est quand même assez grand. Vaste, oui. Il s'est vite aperçu que d'entretenir un très grand bâtiment comme ça coûtait de l'argent. Oui. Voilà. Comme maintenant, en fait. Hein. Oui, comme maintenant. Ouais. Et du coup, il y avait encore à cette époque-là l'église, la salle capitulaire, l'aile des moines avec le dortoir, enfin tout ça existait encore. Ouais. Et en fait, petit à petit, ça a été détruit en fait parce que ça. Il n'y avait plus d'entretien. En fait. C'était trop coûteux en termes d'entretien, donc ça a été détruit. Et du coup, ce premier propriétaire a divisé l'abbaye en plusieurs propriétés. Okay. Donc il y a eu jusqu'à 8 propriétaires dans l'abbaye en même temps. 8 propriétaires. Oui. Okay. Ouais, c'était une grosse 8 personnes, quoi. C'était la coloc, ouais, c'est ça. Divisé en propriétés, donc ils étaient quand même assez proches, mais vraiment c'était des maisons séparées qu'ils avaient fait dans l'abbaye. Donc il faut vraiment imaginer que c'était complètement bouleversé en termes d'architecture. Voilà, tout a vraiment été modifié au cours du 19e et du 20e siècle. Ok, d'accord. Et on arrive ensuite en 1983, où là, le conseil général du Tarn-et-Garonne à l'époque, qui est devenu aujourd'hui le conseil départemental, décide de racheter l'abbaye parce qu'il entend parler d'un projet en fait d'un des propriétaires qui souhaite vendre à un promoteur immobilier l'abbaye pour en faire une discothèque. Ah oui, c'est ouais. D'accord, ok. Donc après la coloc, la discothèque. Voilà. Donc oui, ça, effectivement, le conseil régional a dû. Ça aurait été un peu dommage. C'est du patrimoine qui part dans une discothèque. C'est ça. Donc en fait, ils ont pour préserver quand même ce patrimoine très important pour le territoire, pour le Tarn-et-Garonne. On n'a quand même pas beaucoup d'abbayes cisterciennes dans le département. Pour préserver ce patrimoine, ils ont décidé de racheter petit à petit l'abbaye, voilà, parce qu'il faut imaginer qu'il y avait d'autres propriétaires, il n'y avait pas que cette personne-là. Donc petit à petit, ça s'est fait. Et le but ultime, c'était d'en faire un lieu d'accueil pour le public et un musée. Et c'est le thème des Arts de la Table qui a été choisi pour ce musée. Ok. Voilà, donc dans les années 2000 à peu près. D'accord. Donc il y a eu tout ce travail de rénovation. Voilà, il y a eu un travail de rénovation à partir des années 90 jusqu'aux années 2010. Moi, j'avais lu la brochure et il m'a semblé, il n'y avait pas une route qui devait passer par l'abbaye à un moment. Ça m'avait surpris. La route départementale, donc le pont qu'on voit par la fenêtre, passe juste vraiment au ras de l'abbaye, là actuellement, sur l'emplacement de l'ancien réfectoire médiéval. Et en fait, le projet était que la route passe en plein milieu de l'abbaye. C'est incroyable, parce que le trajet était tout droit et que c'est tout droit, il n'y a pas de protection historique. Il y avait une abbaye entre les deux. Oui, mais il y avait, à l'époque, c'était vraiment... alors, c'était je ne sais plus exactement en quelle année, mais on est au début du 19e siècle, je pense, dans les années 1800, entre 1800 et 1850, je ne veux pas dire de bêtises. Mais ce trajet, cette trajectoire de route passe en plein milieu parce que c'est tout droit, c'est plus rapide, c'est plus simple. Et il n'y a pas de protection à l'époque. Pas de préservation du patrimoine à cette époque-là. Pas du tout, et c'est pas du tout rentré encore dans les mœurs. En fait, les gens s'en fichent de détruire des abbayes. Mais à ce moment-là, c'est pas détenu par des privés ? Si. Donc et du coup, c'est ça. Il y a une expropriation et tout, en fait. Oui, certainement. Mais du coup, c'est ça qui va vraiment sauver l'abbaye. C'est parce que un des propriétaires va faire en sorte que la trajectoire soit déviée. Ça aurait été vraiment dommage. Oui. Mais par exemple, juste pour information, à Moissac, c'est ce qui s'est passé. Le réfectoire de l'abbaye a été détruit. En fait, le chemin de fer passe en plein milieu de l'abbaye de Moissac. Ouais. C'est dingue, ça. Ouais. Et c'est à la même époque, quoi. Donc, vraiment, à cette époque-là, 19e siècle, on n'a aucune protection des monuments historiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus d'église et plus d'aile des moines parce que ça a été détruit par les propriétaires. Surtout pendant la période révolutionnaire où il y a vraiment eu une chasse aux ecclésiastiques et où, du coup, en plus, il y avait pas cette haine, mais disons que
ça gênait moins en fait de s'attaquer à eux parce qu'il y avait justement cette fracture entre l'Église et le gouvernement et l'État. Alors là où partiellement parce que évidemment après il y a eu les rois et il y a eu le lien entre l'État et l'Église, mais il n'était pas aussi fort qu'avant. Oui, ça c'est certain. Après, nous, ce qui est sûr, c'est que ici, on est vraiment en région, donc on est très loin de Paris, de là où tout ça s'est produit. Et on sait que les moines étaient très importants. L'abbaye était très importante pour la population alentour. Donc, voilà, c'était quand même... c'est un symbole. C'était pas voulu par les gens de la population. Enfin, bien sûr, oui, je me doute bien que c'est les hautes instances qui décidaient ça. C'est pas le peuple, évidemment, qui n'aurait jamais voulu, en réalité, toucher. Non, ils n'étaient pas avec leur fourche en train de chasser les moines de l'abbaye, parce qu'au final, les moines non, mais quand je dis ça, importants. je parle vraiment des gouvernements et de la volonté étatique, finalement, des dirigeants de l'époque, quoi. En tout cas, c'est super intéressant. Merci pour ce résumé de 900 ans d'histoire en 5 minutes. Exactement. Ce que je te propose, c'est qu'on va revenir peut-être à notre concept avant de passer aux questions suivantes. C'est le dé. Allez. Donc l'idée, ça va être de lancer le dé pour savoir, parce qu'on a donc une partie où on va donc visiter l'abbaye. On a des pièces. En fait, on aura 4 pièces qu'on voudrait visiter. Avec le dé, on pourra en visiter que 3. Allez, c'est parti. Allez. Donc Johan, est-ce que tu peux nous dire les pièces? Petit exercice. Donc il y a effectivement le cloître, le réfectoire, la galerie des graffitis et la 4e la salle à manger, qui est pas très loin d'ailleurs. Qui est juste là. Qui est pas très loin. Mais bon, on les visitera pas toutes et donc je te propose de lancer le dé. C'est moi qui lance le dé. Ouais, on va déterminer par contre les chiffres avant. Donc moi je propose 1, on peut mettre réfectoire. 2, 3, salle à manger. 4, cloître. Et 5, 6, les graffitis. Okay. Ça te va? Ouais. Bah vas-y. Hop. Ouais. Hop. 5, c'est les graffitis, non? C'est exactement ça. Donc on se rejoint tout de suite dans la salle des graffitis pour voir tout ça. Hop. Rebonjour à tous et nous voici pour cette toute première visite de l'abbaye. Allez, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette salle des graffitis? Alors la salle des graffitis, c'est vraiment une particularité de l'abbaye de Belle-Perche. C'est un grand couloir en fait, et à l'origine, au XVIIIe siècle, c'était le couloir qui desservait les chambres de l'hôtellerie de l'abbaye. Donc en fait, toutes les portes qu'on voit autour de nous, ce sont les différentes chambres de l'hôtellerie. D'accord. Pour accueillir du coup les personnes en vacances ici. En villégiature. En villégiature, bord de Garonne. Et donc il y a des graffitis aujourd'hui. On sait que le premier remonte en 1756. Du moins, c'est le premier qu'on ait trouvé parce qu'il y en a tellement qu'il y en a peut-être des plus anciens. Et puis, même par endroits, on a l'impression qu'ils se superposent un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de graffitis. Ils datent du coup à partir du 18e jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est protégé. Hein, on demande à ce que personne n'écrit sur lui. Et personne ne touche, mais à l'origine, voilà, il y a vraiment toutes les périodes représentées. Pourquoi ils sont là? On ne peut pas vraiment y répondre en fait. On pense que c'est une question de mimétisme en fait. Une première personne a écrit, qui en a fait un, et puis après ça chacun a voulu laisser sa trace de passage, marquer l'histoire de l'abbaye en disant je suis venu ici, quoi, grosso modo. C'est le but du graffiti en fait, c'est laisser sa trace. On le retrouve aujourd'hui dans le street art. Tout à fait. Et on le retrouvait déjà dans l'Antiquité, parce que dans l'Antiquité, souvent, il y avait des graffitis, notamment à Rome. Et donc, c'est la même chose ici. On a plusieurs messages qui sont passés par différentes personnes et à différentes époques. Et notamment celui-là. Le fameux « Vive la liberté ». Vive la liberté, qui a été écrit par Alceste Orliac, qui habitait ici. À l'abbaye de Belle-Perche lorsqu'elle était privée. Oui. Et il a écrit Vive la liberté lorsque Charles X, en 1830 du coup, lorsque Charles X est détrôné. Détrôné, donc vive la liberté, vive la France, sans roi, sans monarchie absolue. Voilà, parce qu'après il sera remplacé par Louis-Philippe qui se déclare roi des Français et non plus roi de France.
Voilà, donc Alceste, il est très connu ici dans le couloir et dans la salle des graffitis parce qu'il en a fait beaucoup. Donc celui-ci, c'est le plus beau, hein, on voit vraiment une calligraphie bien particulière, il est très grand, voilà. Mais on connaît aussi son histoire d'amour d'Alceste avec Clémence. Voilà, donc Alceste et Clémence ont écrit leur histoire d'amour partout sur les murs. Voilà. C'est fou. Ouais. Bon, c'est une histoire qui est un peu chaotique et qui c'est pas très bien finie. Mais en tout cas, pendant quelques années, ils ont vécu leur histoire d'amour ici, dans les murs de l'abbaye de Belle-Perche. C'est une anecdote assez touchante, je trouve, cette petite histoire d'amour entre donc, lui qui est un fils de notable, c'est ça, il me semble ? Oui. Et elle qui est plus ou moins une fille de la région, en fait. Oui, elle habite vraiment le village à côté. Voilà, c'est vraiment une différence. Il y a une différence de sociale, classe, de classe sociale quand même qui est assez énorme. Et donc c'est assez touchant. Il y a un petit côté un peu Roméo et Juliette aussi. C'est ça. C'est très de l'époque, hein, c'est très romantique en fait. Très romantique, exactement. Voilà, je pense qu'on peut le dire, c'est le terme. Mais le romantique de l'époque. Exactement. Bon, mais merci pour cette visite déjà. C'était nickel. Voilà, alors maintenant j'aimerais que tu nous parles précisément en fait, de tout ce qui est les missions concernant l'abbaye, son rôle, enfin le rôle et les services que vous avez à proposer, tout ça. Ok. Donc l'abbaye de Belle-Perche, c'est un service du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Et donc, c'est aussi un lieu particulier parce que c'est un monument. Donc, en fait, notre rôle à nous, l'équipe de l'abbaye, c'est de gérer et de faire vivre le monument. Donc, pour le faire vivre, on accueille le public. Donc, on est ouvert, on a des horaires d'ouverture, on est ouvert à la visite, les gens peuvent venir. On gère aussi tout ce qui est la conservation du musée, des objets du musée. Donc, on a cette partie musée, accueil du public. On a la partie aussi médiation. Donc, ça nous permet de mettre en place des activités pour accueillir les gens et s'adapter à tous les publics. Donc, ça, c'est une grosse partie de notre travail. On accueille vraiment beaucoup de publics dans le service des publics, surtout des scolaires. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On a toute la partie événementielle. Donc ça, c'est aussi une grosse partie de notre travail. Pour faire vivre l'abbaye, pour la faire connaître, on organise beaucoup de choses. On a une grosse programmation culturelle avec des spectacles, des concerts, des festivals. Ouais, c'est super, vous êtes vraiment actifs. C'est impressionnant. Quand on voit le calendrier que vous avez, c'est quand même pas mal intense. Quoi. Exact, c'est quand même une grosse saison, parce que ça commence dès le printemps. Oui, c'est ça. Mars, on a le premier spectacle de l'année. Et le dernier, c'est maintenant en décembre. Ouais, voilà, donc c'est une très grosse saison de 9 mois, donc c'est un beau bébé. Oui, on s'ennuie pas. Oui, j'imagine. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment nos missions ici à l'abbaye. C'est de faire vivre le lieu, en fait, pour résumer. Ok. Et peut-être avant que tu nous parles des événements, moi j'aimerais bien que tu nous parles de la partie musée. Est-ce que tu voudrais développer dessus ? Qu'est-ce que vous présentez Donc en fait, on a un musée des arts de la table. Ouais. On a 2 expositions. Une exposition, La table est mise, c'est notre collection permanente. En fait, elle ne bouge pas trop, cette collection. Le principe, c'est qu'on fait découvrir aux gens les tables du Moyen-Âge à aujourd'hui. Donc, en fait, on présente des objets de table, mais aussi les manières de manger, comment était mis la table du Moyen-Âge à aujourd'hui. C'est vraiment pour voir l'évolution des objets, des manières de manger, et aussi l'importance du repas convié en fait, dans la société. Donc ça, c'est vraiment un fil conducteur sur toute l'exposition. Donc on a une grosse collection d'objets. C'est ce que j'allais dire, elle est énorme. Oui, on a vraiment beaucoup d'objets. Ça peut aller de la simple cuillère à des surtout de table du XVIIIe siècle, des reconstitutions historiques aussi, des objets reconstitués à partir d'enluminure par exemple, pour la partie médiévale, parce que c'est vraiment des objets qu'on a du mal à conserver. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir pu enrichir nos collections de reconstitutions historiques, d'objets reconstitués comme le languier. C'est quoi un languier ? Le languier, c'est un objet princier. Donc là, on est vraiment sur
la haute sphère de la société. Qu'est-ce que ça peut être un languier? Un languier, ouais. oui, on le mettait sur la table ou sur le dressoir. Donc on est vraiment au fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle. Et en fait, c'est un corail, une branche de corail sur lequel on vient accrocher. Aujourd'hui, on sait que c'est des dents de requin. À l'époque, on pensait que c'était des langues de serpents pétrifiées sur l'île de Malte. D'accord. D'accord. Donc déjà, il y a quelque chose. Un culte un peu. Il y a vraiment quelque chose qui rentre dans la croyance. Et en fait, c'est une épreuve, on appelle ça. Les épreuves au Moyen-Âge, c'était des objets dont on ne connaissait pas la signification, dont on ne connaissait pas l'origine. Et en fait, on pensait qu'ils avaient le pouvoir de détecter le poison. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc en gros, c'est un anti-poison. Donc il prenait la dent de requin comme ça et... Oui, en gros, on le mettait soit à côté des plats, soit on le trempait. Et si une réaction se produisait, ça voulait dire qu'il y a du poison dans le... Exactement. Voilà, d'accord. Voilà. Bon, est-ce que ça marchait ou pas? Ça ne marchait pas forcément, mais c'était vraiment une croyance très forte à l'époque. Et du coup, les princes se faisaient faire de beaux objets comme ça, qu'on appelle les languiers, parce que c'était avec... ça faisait beau déjà sur la table. Et puis ça faisait un peu cabinet de curiosité, je trouve. Un peu, ouais, c'est vrai. Vous avez vu, mais c'est quoi ce truc? Et puis ça correspond à une époque où la noblesse commence à prendre de l'importance en plus, et donc qui aime montrer un peu de belles choses et impressionner la société, d'autant encore plus qu'au Moyen-Âge finalement, en fin de Moyen-Âge. Ouais, mais en fait, on se rend compte dès le début du Moyen-Âge, mais même durant l'Antiquité, en fait, montrer... Oui, non, mais l'Antiquité, c'est peut-être encore autre chose, mais c'est vrai que quand on voit l'Antiquité romaine, c'était déjà très exubérant, plus qu'au Moyen-Âge. C'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans toutes les époques. Vraiment, surtout dans les hautes sphères, mais tous les princes vraiment montraient qu'ils avaient de l'argent. Et du coup, par des objets comme le languier, c'était vraiment pour montrer, regardez, ça sert à rien de vouloir m'empoisonner, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Oui, en plus, ça faisait office de protection officieuse. Et tous ces objets, du coup, est-ce qu'ils proviennent de l'abbaye ou alors c'est vraiment que vous avez récupéré un petit peu partout dans la région? Oui, alors ce sont des acquisitions pour la plupart des objets, donc des choses qui sont achetées par le conseil départemental pour enrichir les collections du musée. Ça a commencé du coup dans les années 2000 et ça continue aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on achète des objets assez importants, on va dire, des choses assez rares qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, c'est vraiment des objets très spécifiques. Mais pour constituer la collection, il y a eu des achats et il y a eu aussi beaucoup de dons. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné des objets qu'ils avaient chez eux, des objets de famille. Ça pouvait être des services, mais ça pouvait aussi être vraiment des objets un peu spécifiques. Et du coup, des gens ont donné et ça a permis aussi d'enrichir cette collection en fait, avec des objets de la région, mais pas que. On a vraiment des objets de beaucoup de France et aussi de pays. D'accord, donc c'est étendu. Oui, c'est plus que la France. Donc ça, on est vraiment sur une collection d'art de la table, pas forcément française, mais vraiment les arts de la table, comme on pouvait les trouver sur des tables françaises. Parce que on allait acheter des produits partout. À l'extérieur aussi, oui, bien sûr. Oui, donc c'est vraiment une belle collection, quoi. Oui, donc on a cette collection-là, collection permanente. C'est quoi l'objet dont vous êtes le plus fier? Je sais pas. La question PH, désolé, j'en ai sorti. Peut-être celui qui te le marque le plus aussi, ça peut être... Oui, alors moi j'aime bien tout. Alors je vais parler pour moi, pas pour l'équipe, mais pour moi, c'est vrai que j'aime bien tous les objets qui sont liés au chocolat. Voilà, la consommation de chocolat au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc on a les chocolatières qui sont en général en argent. Donc c'est un objet assez sympa, mais ça ressemble aux cafetières. Mais aussi on a des tasses qui sont très décorées, des grandes tasses pour boire le chocolat avec des soucoupes bien spécifiques. Et je trouve ces objets très raffinés. Voilà. Voilà. C'est vrai que la partie 18e... Rien que boire du chocolat à cette époque, fallait... fallait avoir de l'argent.
Mais après, vraiment la collection qui est liée donc à tout ce qui est chocolat. Ouais, j'aime bien ces objets. En tout cas, ouais, c'est vraiment une grande collection et moi, j'étais impressionné de voir qu'il y avait autant de choses ici, quoi. Ouais. Et on a aussi, parce qu'il faut le mentionner, c'est une belle collection aussi, notre exposition La Terre et le thé. C'est ce que je voulais te dire, oui. Oui, la collection donc ce sont des théières chinoises qui ont toutes été fabriquées dans la ville de Yiqing, en Chine. Et donc, c'est un lieu où les potiers faisaient de très belles théières en grès et où on voit l'évolution, en fait, de la façon de faire de la manière dont ils faisaient les théières pour la Chine et pour l'étranger aussi. Pour l'étranger aussi, notamment l'Europe, où les Européens adoraient les décors un peu chinois, les chinoiseries. C'est ça. Donc, il faisait vraiment des théières bien spécifiques pour la consommation du thé en Chine et pour la consommation du thé en Europe. Donc c'est assez intéressant comme oui, parce que j'imagine que c'est pas du tout le même style en fait qui est réservé pour les étrangers et pour eux. Ouais, c'est complètement différent. En Chine, il y a cette culture de c'est très simple en fait, c'est sobre, c'est sobre. La cérémonie du thé, c'est quelque chose qui est très c'est sacralisé presque. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de comme au Japon d'ailleurs, très méditatif, de très contemplatif aussi. Du coup, il y a le toucher est très important, le toucher de la théière, en grès, la porosité du matériau. Voilà, tout ça, c'est très différent. Et en fait, en Europe, au XVIIIe siècle, par exemple, c'était la période où il y a eu le plus d'exportation de théière. Eux, ils aiment les choses un petit peu colorées, justement, sentir la terre. Eux, ils veulent pas, ils préfèrent les porcelaines de Chine, par exemple. Donc voilà, c'est assez sympa de voir cette exposition, de voir le contraste. Le contraste entre les deux cultures, en fait. Elle est quand même bien fournie aussi. Enfin, il y a moins, mais il y a quand même, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Oui, il y a. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment cet aspect, je trouve, on voyage un peu dans les différentes époques. C'est vraiment tout à fait. Ouais. Oui. C'est vrai que nos deux expositions sont organisées de manière chronologique. Ça permet de voir l'évolution à travers le temps aussi, et c'est assez sympa. Et ça nous aide, nous, en tant que médiateurs, pour les visites, en fait. Et oui, j'imagine, oui. Oui, mais c'est plus logique, en fait. Oui. Sûr. Moi, je trouvais ça très, très bien fait. Est-ce qu'on lancerait pas ce dé, là? Parce qu'il est là, il nous nargue. Ça commence à... Alors, vas-y, on va faire 2-2-2, je pense. Ouais, 2-2-2. Allez. 1-2 pour le cloître. 3-4 pour le réfectoire et 5-6 pour la salle à manger. Oui. Ouais. Je vais y arriver. Hein. Vas-y, Elodie, est-ce que tu veux nous lancer le dé réfectoire, cloître et salle à manger. Ok. Allez. Salle à manger. C'est 5 ou 6, quoi. Salle à manger, du coup. Allez. On va pas très loin, on se déplace juste ici. C'est ça. Donc, on vous retrouve tout de suite dans la salle à manger pour un petit tour. On va faire le tour de la table et on revient. On revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Et rebonjour à tous. Et nous voici enfin dans la salle à manger. Elodie, tu nous présentes un petit peu cette salle du coup? Oui, donc nous sommes dans la salle à manger, donc comme son nom l'indique, c'est la salle à manger. Il s'agit donc de la salle à manger de l'hôtellerie de l'abbaye. Donc elle a été construite au début du XVIIIe siècle pour accueillir les gens qui venaient passer un séjour à l'abbaye. Il y avait donc, quand il y avait des femmes, elles venaient manger ici. D'accord, spécifiquement. Voilà, donc en fait, on appelle la salle à manger aussi la salle des dames. Parce qu'en fait, c'était l'endroit où elles mangeaient avec leur mari, leur père, voilà. Elles mangeaient ici en compagnie de l'abbé. Il accueillait en fait les hôtes. Du coup, les gens venaient manger dans cette salle. C'est pour ça qu'elle est très décorée. Oui, c'est vrai qu'on voit les moulures, c'est vraiment pas chargé, mais c'est vrai que c'est élégant. Oui, on est sur un décor de style rocaille, donc vraiment spécifique du XVIIIe siècle, et ce sont des gypseries. Donc les gypseries, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est moulé directement sur le mur. Donc c'est un travail
très particulier. C'est pas du stuc où c'est. Oui, c'est moulé, et ensuite posé. Là, c'est modelé à la d'accord. main. Les décors sont faits vraiment sur place. Et on retrouve une thématique bien particulière ici dans cette salle à manger. En fait, c'est les plaisirs de la table. Donc, on a derrière nous la chasse avec le lièvre pendu par les pattes et un canard ou un volatile. On a juste devant nous la pêche. Ah oui, tout à fait. Et ici, juste sur le côté, ce sont du raisin, voilà, pour la vigne en fait, le vin, le vin qu'on buvait à table. Voilà. Donc aujourd'hui, cette salle à manger est un petit peu décorée. On peut voir donc des plats et une terrine en forme de hure de sanglier. Hure de sanglier, ouais. Voilà. Et en fait, c'est pour faire le parallèle avec le décor sur le trumeau de la cheminée. Et qui est effectivement un sanglier. Qui est un sanglier, mais il est un peu spécifique ce sanglier. Il a des oreilles d'âne. Ah oui, effectivement. Oui. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est une moquerie envers les moines parce que le sanglier peut représenter symboliquement la vie monastique. D'accord. Et on sait que les oreilles d'âne, oui, c'est plus une moquerie. C'est une moquerie, c'est la bêtise ou la luxure. Ouais. Donc les deux symboles associés, c'est un peu bizarre. Okay, alors on ne sait pas, on n'a rien. Il n'y a pas de texte, il n'y a rien qui. Non. Mais voilà, on pense que ça peut être une moquerie et que les moines et l'abbé l'ont bien pris. Ou alors ils l'ont pas vu. Bon. Oui, peut-être aussi, mais. Voilà. Ou juste peut-être un peu de second degré de la part des artistes qui ont fait ces décors. Ouais, donc voilà, un décor très riche pour accueillir ces personnes qui avaient de l'argent et du coup qui payaient pour venir séjourner à l'abbaye. On est sur une salle qui donne sur la Garonne, voilà, sur le balcon et sur la Garonne. Donc c'était vraiment un endroit privilégié. Oui, oui. Bon, on peut supposer qu'ils mangeaient puis qu'ils allaient faire un tour sur la terrasse. Complètement, c'est ça. Ouais. On a une cheminée, c'est très important parce que l'ensemble de l'abbaye n'est pas chauffé, hein, les moines ne se chauffaient pas. Par contre ici, on a quand même la cheminée pour réchauffer un petit peu les soirées. Ouais. C'est la salle à manger d'été. D'accord, parce qu'on est au rez-de-chaussée. Et à l'étage, on retrouve la salle à manger d'hiver, parce qu'en haut, il fait un peu plus chaud. Oui, la chaleur monte, donc forcément, c'est plus chaud l'hiver. Okay. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est une pièce qui n'est pas ouverte à la visite parce qu'elle n'est pas restaurée. D'accord. Voilà. Et peut-être que tu veux nous parler de ces magnifiques vitrines ? Oui, alors dans les vitrines, on a des pièces en faïence de faïencerie tarn-et-garonnaise. Ah, super. Donc ce sont des faïences qui datent du XVIIIe siècle. Il y avait pas mal de faïenceries à l'époque. On connaît la faïence de Montauban, la faïence de Nègrepelisse, la faïence d'Ardus et la faïence d'Auvillard. Donc derrière moi, il y a la faïence d'Auvillard qui est assez spécifique dans son décor, voilà, un décor qui se... C'est pas trop chargé, on voit que c'est quand même assez léger. Et le trait du dessin est particulier, donc en fait on reconnaît de suite le style Auvillard, notamment par ces fleurs là, comme ça, voilà, c'est très spécifique. Donc Auvillard c'était un atelier assez important. Et Montauban qui était aussi un atelier assez important à cette époque-là. Qui a un style complètement différent d'ailleurs. Oui, alors on a différents styles à Montauban. Voilà, qu'on retrouve dans d'autres faïenciers du coup à Montauban. Oui, c'est plusieurs écoles du coup. Oui, voilà, après je suis pas spécialiste de la faïence locale, mais voilà, c'était vraiment des vitrines pour montrer que même en Tarn-et-Garonne, il y avait des faïenceries à l'époque et qu'elles étaient quand même assez réputées. Ouais. Voilà. Et même très belles. Et très, très belles, ouais. Cet objet par exemple. Il est vraiment superbe. Ouais. Bon ben merci pour cette visite de la salle à manger, c'était nickel. Ouais, ça m'a ouvert l'appétit. Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Hein. On va enchaîner. Il y a beaucoup d'événements ici, est-ce que tu voudrais nous en parler ? Oui. Alors, on fait beaucoup d'événements, effectivement. On a des événements qui reviennent chaque année. On a vraiment quelque chose qui est assez régulier. On s'adapte à tous les publics, c'est-à-dire qu'on peut avoir des choses qui sont très spécifiques, comme les conférences dégustation, par exemple, c'est fait pour
un public qui a envie d'en savoir plus sur la cuisine historique, sur les goûts qu'on pouvait retrouver à différentes époques, etc. Un public un peu gourmet finalement. Voilà, on peut dire ça. Et ensuite, on a des gros événements qui sont vraiment très grand public, comme les médiévales par exemple, et qui attirent beaucoup de monde. Après, on peut avoir des événements très familiaux. Donc, par exemple, les soirées interactives, où là, c'est pour les familles, ou les spectacles jeunes publics qu'on organise, où là, c'est un peu plus pour les enfants, mais du coup, c'est les familles qui viennent. Voilà. Donc, en fait, on essaie de contenter tout le monde. On essaie de faire en sorte que tous les publics soient accueillis. C'est super. Et je voudrais nous parler des médiévales. Oui. Alors, les médiévales, c'est vraiment le plus gros événement qu'on fait ici. Si on a beau temps et si le thème plaît, on peut avoir jusqu'à 10 000 visiteurs sur l'événement ici. Sur un événement sur l'ensemble de la journée, sur l'ensemble des 4 jours, parce qu'on a quand même 4 jours de festival. 10 000, c'est énorme. C'est énorme, oui, effectivement. C'est énorme pour l'abbaye de Belle-Perche. Oui, c'est vraiment un gros chiffre. En fait, on a 2 jours qui sont dédiés aux scolaires. Donc, c'est-à-dire que dès le mois d'avril-mai, on envoie aux établissements scolaires le programme avec les ateliers, les spectacles qui auront lieu à l'abbaye. Les écoles s'inscrivent pour pouvoir participer à ces 2 journées. Donc, c'est très demandé et on ne peut pas contenter tout le monde. Hein, donc, voilà. Donc, c'est ceux qui arrivent en premier servi, quoi. Il y a aussi ce système de faire tourner les écoles aussi. Oui, complètement. On fait tourner les établissements qui sont venus les années précédentes, etc. Ils ne reviennent tout le pas. monde en profite. C'est ça. Donc, 2 jours consacrés aux scolaires, le jeudi et le vendredi, qui précèdent du coup les journées européennes du patrimoine, parce que c'est pendant ce week-end-là qu'on organise les médiévales. Et ensuite, le samedi, dimanche, c'est vraiment tout public, de 10h à 19h, toute la journée. Et donc, on accueille vraiment, on peut accueillir beaucoup de monde. Voilà. En général, c'est en fonction de la thématique aussi. Si ça plaît, on a beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver donc au médiéval? Ce sont des reconstitutions historiques. Donc, en fait, en fonction de la thématique, justement, on retrouve des ateliers avec des professionnels de métiers anciens. Oui, alors c'est des gens qui sont spécialistes de reconstitution historique, spécialistes dans leur domaine. Voilà, donc ils tiennent des ateliers, ils sont costumés, etc. Oui, c'est quand même le folklore est totalement représenté. Oui, bien sûr. Et après, on a des spectacles tout au long de la journée. Donc, on a un programme avec des spectacles qui sont en lien avec la thématique choisie sur l'année. Et on a aussi un marché artisanal avec des gens qui viennent vendre leurs produits, donc des choses qu'ils font. Voilà, c'est ça. Toujours lié, évidemment, avec une notation un peu médiévale. Voilà, une connotation médiévale pour pas faire trop. Pour pas juste faire une grosse foire, quoi, et pas de pari avec le thème. Avec il faut que ce soit thématique. Oui, mais c'est faut quand même le dire, parce que on va pas retrouver le monsieur qui fait les coques de smartphone ou les trucs comme ça. Effectivement, on n'aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Voilà, voilà. Même s'il y en a qui sont faites main et customisées à la main. Non. Et il y a des petits spectacles aussi. Oui, il y a des spectacles tout au long de la journée. En fait, c'est rythmé par du coup ces spectacles. Alors, ça peut être des gros spectacles, par exemple la fauconnerie. La fauconnerie, chaque année, c'est le moment qui attire beaucoup de monde. Et après, on a un petit peu de musique. Voilà, par exemple, là, on a des musiciens, des petites scénettes dans le cloître ou sur le parvis. Ça peut être des micro-pièces de théâtre. Ça peut être soit vraiment des grosses pièces, soit des petites scénettes. Enfin voilà, ça varie en fonction du thème. C'est toujours la même chose en fait. C'est le thème qui permet d'organiser toute la programmation du week-end en fait. Donc c'est pas nous qui gérons ça. Ça c'est donné en gestion à l'APHV, donc l'Association pour l'Histoire Vivante. Voilà. Eux, ils coordonnent tout l'artistique. Donc, en fait, avec eux, on choisit la thématique de l'année. Et eux, avec toutes leurs connaissances sur le domaine médiéval. Oui, après, ils n'ont plus qu'à organiser. Ils organisent. Oui, parce que eux, ils ont les différents acteurs qui peuvent venir. Oui, c'est ça. En fait, eux, ils ont les contacts avec
tous les artistes en fait. Ouais, ils connaissent beaucoup d'artistes, ils travaillent avec eux toute l'année sur plein d'événements, hein, parce qu'ils font de la reconstitution historique de toutes les époques. Donc c'est pas que le médiéval. Voilà. Et du coup, c'est eux qui gèrent cette programmation. C'est eux qui gèrent aussi le marché. En fait, nous, on gère vraiment l'organisation sur site. En gros, on fait les demandes à la préfecture, les dossiers, tous les trucs un peu administratifs. C'est nous qui le faisons. Donc, c'est pour ça que c'est une préparation qui commence dès la fin des médiévales. Grosso modo, vous sortez des médiévales et vous enchaînez avec l'organisation des suivantes. Quoi. Oui. Et oui, parce que j'imagine que ça doit être un gros travail, effectivement. C'est ça. Et après, c'est toute l'organisation parce qu'il faut imaginer que sur ces journées, c'est 50 à 70 personnes qui viennent travailler à l'abbaye. Pour accueillir 10 000 personnes. Il faut au moins ça, c'est sûr. Donc, il y a nous, l'équipe de l'abbaye de Belle-Perche, il y a des collègues qui viennent en renfort pour nous aider. Il y a les artistes, il y a la régie de l'association, il y a les agents de sécurité, puis tout le reste qui travaillent autour pour gérer et encadrer l'événement. L'événement, bien sûr. Pour pas qu'il y ait de soucis, finalement, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de personnel. Quoi. Donc, c'est vraiment une grosse organisation pour nous. J'imagine. Voilà. Donc, ça, c'est notre gros... C'est l'événement phare, en fait. C'est ça. Connu par tout le monde, attendu par tout le monde. Voilà. L'année prochaine, ça fera 20 ans, les médiévales. 20 ans. Ah oui, c'est vraiment quelque chose que vous avez commencé pratiquement dès l'ouverture du site, finalement, parce que 20 ans, ça remonte à 2005. Mais je trouve ça bien. 2006, du 2006, coup, pour les médiévales. Voilà. Donc oui, c'est vraiment le début de l'ouverture au public avec le musée. Voilà. Mais je trouve ça bien parce que ça donne une raison aux gens aussi de venir et de découvrir l'abbaye, en fait. Donc, c'est vraiment bien. Ouais. Nous, notre but, c'est vraiment de fidéliser le public, donc de satisfaire le public qui vient déjà à nos propositions et de faire venir les gens. On est un petit peu isolés. Voilà, on n'est pas en ville, il faut prendre la voiture pour venir nous voir, on n'a pas de transport en commun. Après, c'est vraiment un lieu agréable. C'est un lieu agréable, mais du coup, pour faire venir les gens, ça nous demande un travail supplémentaire. C'est sûr. Donc, travailler sur une programmation qui donne envie, ça nous permet d'attirer du monde. Ok, oui, c'est clair que, en tout cas, vous êtes actifs et ça... Ouais. Mais c'est un bon prétexte pour découvrir l'abbaye une première fois et après, ensuite, y revenir et découvrir l'abbaye déjà... plus calmement, profiter du musée, voire profiter d'autres activités que vous proposez. Oui. Parce que vous proposez des spectacles régulièrement, vous proposez des festivals régulièrement, finalement, parce qu'il n'y a pas que les médiévales, il y a des petits festivals plus ponctuels. Oui, on a le festival Apportez votre chaise qui dure juste sur une journée. C'est 17 propositions artistiques sur toute la journée. Donc, effectivement, c'est aussi une bonne organisation. Déjà. On fait la nuit de l'abbaye, donc on a décidé nous de pas faire la nuit des musées comme partout en France, mais de choisir une autre date et de faire la nuit de l'abbaye où pareil c'est des propositions artistiques. Après on a des petits spectacles. Par exemple en décembre on a pour les enfants un spectacle de Noël, mais alors c'est pas forcément lié à Noël, hein, mais on fait un goûter, on fait un petit atelier, enfin voilà, c'est vraiment pour les enfants. C'est bien ça. Enfin voilà, on fait plein de petites choses pour les familles. C'est vrai que c'est quand même notre public principal des familles. C'est eux qui viennent le plus. Et on fait aussi, alors c'est pas en lien avec l'événementiel, mais on propose des animations pour les enfants et pour les familles. Donc en fait, pendant les vacances scolaires, avril, été et automne, on propose tous les mercredis une activité en famille. Ah oui, voilà. C'est bien. Donc ça, c'est pareil, ça permet de faire venir du monde. On choisit chaque mercredi une thématique différente. Donc l'abbaye, le musée, la Chine, ça varie toutes les semaines. Et on propose une activité ludique, donc une visite avec un atelier plastique, une chasse au trésor, une balade, compter, enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes. Et voilà, donc ça permet de faire venir. Mais c'est super, moi je trouve. Et puis même pour les parents. Les familles professionnelles s'inscrivent. Oui, voilà, c'est sur réservation pour les événements famille, vu que c'est une petite jauge. Voilà, on fait ça vraiment. C'est restreint à un petit groupe, quoi. Ouais, on préfère que ce soit un petit groupe pour pouvoir vraiment répondre à toutes les questions, pour pouvoir
pour pouvoir s'attarder sur chaque enfant, s'ils ont des questions, des choses. Ils ne feraient pas un gros groupe, ils ne parleraient pas autant. Beaucoup moins, ouais, bien sûr. Là, c'est vraiment pour avoir un accueil bien spécifique pour eux, un moment pour eux. Donc, c'est une quinzaine de personnes en général, voire moins. Ouais. Et donc là, c'est sur réservation. Et alors, comment on réserve? On vous appelle On nous appelle à l'abbaye, donc au numéro de l'abbaye, ou sinon sur notre mail, par mail, voilà. Okay. Et après, pour d'autres spectacles, par exemple, on parlait de spectacles un peu spécifiques, on travaille en partenariat avec le festival Passion Baroque à Montauban. Okay. Donc, c'est un festival de musique baroque qui se déroule sur Montauban à l'automne, vers octobre. Et chaque année, ils font un concert à l'abbaye de Belle-Perche. Ah oui. Donc, c'est vraiment un moment bien particulier. C'est une musique bien particulière. La musique baroque, on est sur quelque chose d'assez pointu. Voilà. Ça, c'est des... Mais c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Même si on s'y connaît pas forcément. Complètement. Et au contraire, je pense qu'il y a plein de gens qui ont découvert la musique baroque grâce à nous, parce que c'était l'abbaye de Belle-Perche qui le proposait. Du coup, ils venaient et... Voilà. Et ça, par exemple, c'est sur réservation aussi parce que c'est petite jauge, une centaine de personnes. Et là, on a des inscriptions en ligne parce que sur notre site internet, on peut réserver en ligne aussi certains spectacles. Pour les spectacles, pour certains spectacles, d'accord, ok. Bon, c'est chouette. Ah oui, c'est super cool. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation de ce que vous faites. C'était nickel. Je propose qu'on lance le dé pour savoir la prochaine salle qu'on visite. Il nous en reste 2. Et après, on va peut-être parler des événements qui vont arriver. Oui. Mais avant qu'on aille visiter cette nouvelle salle, je proposerais aux gens qui regardent cette vidéo de s'abonner. Ben oui, il faut. Voilà, je fasse un peu. Surtout, mettez un like, un commentaire, dites-nous ce que vous pensez de l'émission. C'est très important parce qu'on aimerait bien faire plus d'émissions comme ça où on se déplace, on va dans d'autres lieux un petit peu symboliques quand même, ce serait sympa. Ouais. Donc c'est sympa pour nous aussi. Et c'est sympa pour ces lieux-là aussi, d'ailleurs, d'être mis en valeur un petit peu. Je suis trop content et merci beaucoup de nous avoir invités. Avec plaisir. Alors le dé, il nous reste deux salles. Je me souviens plus lesquelles. Le cloître et le réfectoire. Ah, c'est vous qui n'y arrivez plus maintenant. Si, c'est vrai. Alors 1, 2, 3 pour le cloître. 4, 5, 6 pour le réfectoire. Allez, on fait ça. C'est une professionnelle. Il n'y a pas besoin de... Maintenant, elle va pouvoir devenir... toutes les semaines, elle pourra venir avec nous. 4. Le réfectoire. Il me semble que c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut écouter. Du coup. Donc, ce sera le réfectoire. Donc, on vous donne rendez-vous dans le réfectoire pour une petite présentation. Allez, à tout de suite. Et nous revoici avec Elodie. Nous sommes dans le réfectoire. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette pièce? Alors, qu'est-ce qu'un réfectoire déjà? Déjà, peut-être, la description. Le réfectoire, c'est l'endroit où les moines mangeaient. En gros, c'est la cantine. Donc, les moines mangeaient ici, en silence, avec un chargé de lecture pendant le repas. Il y avait un moine qui lisait. Qui faisait les prières, ce genre de choses. C'est le réfectoire du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que durant toute la période médiévale, il y avait un grand réfectoire qui a complètement été détruit aujourd'hui et les moines du coup pouvaient y manger à 80, on l'avait dit. Oui, tu l'avais dit plus tôt. Ici, les moines sont moins nombreux, ils sont en train de réhabiliter l'abbaye en hôtellerie, de faire des gros travaux à cette époque-là. Et du coup, ils décident de construire un nouveau réfectoire pour les moines, pour eux. Ils sont plus qu'une quinzaine, une dizaine, une quinzaine, donc ils n'ont pas besoin d'un grand espace pour manger. Ils n'ont pas besoin d'une très grande salle. C'est ça. Donc ils construisent un nouveau réfectoire. C'est pareil, je l'ai dit tout à l'heure, les moines avaient fait vœu de pauvreté, etc. Mais ils se sont quand même accordés. Voilà, ils se sont accordés un beau réfectoire bien décoré. Donc, ce sont comme dans la salle à manger, ce sont des gypseries. Voilà. Toujours de style rocaille. On retrouve des fleurs, des feuillages, des oiseaux. Donc, quelque chose très proche de la nature quand même. Très proche de la nature, exactement. Alors,
la question qui se pose, c'est pourquoi ils avaient décoré le réfectoire, alors que ça ne va pas du tout avec l'ordre cistercien. Déjà, d'une part, et puis en plus, les visiteurs n'y ont pas accès en plus. Exactement. En fait, on sait que les visiteurs, les gens qui venaient en villégiature à l'abbaye, pouvaient manger avec les moines lorsqu'il n'y avait que des hommes. Effectivement. Quand il y avait des femmes, donc elles mangeaient, ils mangeaient tous dans la salle à manger qu'on a visité tout à l'heure. Lorsqu'il n'y avait que des hommes, ils pouvaient manger avec les moines. Voilà. Donc c'est un espace assez important. C'est une des dernières salles vraiment consacrées aux moines. Tout était blanc dans les décors. Voilà, ça, on sait que rien n'était peint, c'était vraiment blanc. Et le bas était recouvert d'un lambris qui était un peu bleu, qu'on retrouve sur les portes des plaques. Alors, sur les placards qui n'ont plus de porte, et sur les portes d'entrée. D'accord. Ce réfectoire a été construit à partir de 1701, donc on est vraiment au tout début du XVIIIe siècle. Ah oui, c'est vraiment pendant la période de travaux et de renouvellement de l'abbaye, quoi. Et les boiseries qu'on voit datent de cette époque-là. Ça, c'est beau, la conservation du bois. C'est vrai que là, c'est vraiment une chance qu'on a d'avoir encore les portes encore sur place. Voilà. C'est souvent les boiseries qui partent en premier, quoi. Oui. Cette porte-là, elle donne accès à la cuisine. Et ici, il y a un petit réduit avec un lavabo en pierre qui pouvait servir de faire la vaisselle sommaire, voilà, des plats qui étaient utilisés. Dans les placards, on pouvait trouver la vaisselle, voilà, tout simplement. Très bien. Lorsque l'abbaye a été rachetée par le premier propriétaire privé, il a fait son appartement à l'étage au-dessus du réfectoire. Et cette salle lui a servi de chapelle privée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une croix sur le mur. Mais qui n'y était pas donc à l'origine, qui a été rajouté par le premier propriétaire. Exactement. Privé. D'accord. Voilà. C'est intéressant. Merci pour l'anecdote. Avec plaisir. De retour du réfectoire. Et maintenant, on va peut-être parler des programmations à venir ou ce genre de choses. Le prochain qui devrait arriver, si j'ai bien compris et si j'ai bien retenu les dates, c'est les médiévales. Exact. Voilà. Ouais. Donc on va retoucher un petit peu de mots et puis on va... oui, déjà les thématiques, tout simplement. Ouais, la prochaine. Donc du coup, les médiévales, ce sera le 20 et le 21 septembre. Donc c'est pour les journées... européenne du patrimoine. Donc nous, on organise les médiévales. Ce sera de 10h à 19h. Et cette année, la thématique qui est choisie, c'est à l'abordage. Donc en fait, on va parler des pirates et de la vie de pirates, de la vie sur les bateaux. Voilà, donc on fait Jack Sparrow et tout qui arrive. Bien sûr. Ah oui. Exactement. Par la Garonne. Par la Garonne, oui, c'est ça. Et normalement, il prévoit de faire couler son bateau en arrière. C'est toujours pareil. C'est ça. Ou alors il sort de l'eau. Bon, je sais pas, on verra bien. Mais c'est avec Davy Jones, du coup. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est vraiment sur la piraterie en fait, en général, sur la vie sur des bateaux, voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi, voilà. Donc ça a été sympa. Okay. Il faut venir. Oui. J'aimerais bien. Il y aura des perroquets et tout. Je sais pas exactement. Voilà, je sais qu'il y aura des pirates, qu'il y aura des bateaux. Et ça, c'est plutôt cool. Il y aura des bateaux. J'attendais la réaction, genre. Ah ouais. Oui. C'est pas impossible, je vois pas. Donc en fait, alors, il y aura une pirogue, mais. non, il y aura un bateau qui sert de scène de spectacle. Ouais. Ah, trop bien. Ouais. Donc je pense que ça va être chouette. vraiment très chouette. Donc un bateau, et après il y aura un petit bateau pour les enfants. Ça servira d'accrobranche, un truc un peu grimpe, etc. Pour les enfants. Voilà. Il faut savoir que pour ces journées, la restauration, il y a des points de restauration sur place. Donc en fait, les gens peuvent venir passer vraiment toute la journée ici. Okay. Il y a 2 points de restauration. C'est de la restauration médiévale ou locale, voilà, en fonction de ce qu'on préfère. Okay. Et voilà, et ça va être super chouette. C'est 2 jours de spectacle. Ouais, ça va être très bien. Ouais.
Je pense qu'on peut avoir du monde et que ça va être. Moi, le super thème. cool. C'est une super thématique, ouais. Ouais, le thème, c'est chouette. Ça donne envie. Ouais, ça fait voyager, ça fait rêver en fait. Un peu, ouais. Je sais quand j'étais gosse, moi, les pirates, c'était mon truc. Même encore aujourd'hui, C'est un univers qu'on connaît pas bien. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pire. Il Donc, n'y a pas de livre d'histoire à proprement parler sur les pirates. Il y a pas. On a des films, on a beaucoup de choses qui font rêver avec les pirates. On a Peter Pan qui nous fait rêver avec les pirates. Et c'est vrai que c'est presque du domaine de l'imaginaire plus que de l'histoire. C'est vrai. Quand on le regarde attentivement, donc. Donc du coup là, ce sera vraiment des personnes qui ont travaillé sur le sujet, qui seront Oui, là. bien sûr, Alors, ce sont des comédiens, C'est la même association. C'est toujours ouais. l'association pour l'histoire vivante qui coordonne tout ça. Donc ils ont choisi vraiment des compagnies qui ont travaillé, qui ont bossé sur le sujet, qui ont monté des spectacles sur le thème des pirates et du coup voilà. Et donc, du coup, il y aura des petites scénettes dans l'abbaye, c'est ça? Alors, j'ai pas le programme Ok, exact encore. Il va falloir aller voir sur le site web. Exactement. Mais des petites scénettes, effectivement. Il y aura un spectacle sur le bateau, du coup, parce que ce bateau sert de scène. Combat, épée, tout ça. Voilà. Oui. Voilà. Combat de bateau, quoi. Un abordage, finalement. Oui, un abordage, c'est ça. Il y aura de la musique, parce qu'il y a toujours un petit peu de musique, parce que c'est chouette. Et voilà. En plus, de la musique pirate, un peu folk, un peu, ça va être très, je pense qu'il y a- ça va être très dansant, je pense. Ouais. Ah, bah c'est chouette, ça va être sympa. Voilà. Et après, on a le reste de la programmation jusqu'à la fin de l'année. Ouais. On aura les concerts du festival Passion Baroque. On aura encore une conférence dégustation. Et pour finir, le spectacle de Noël, en attendant Noël. Voilà. Ok. Pour les enfants, du coup, celui-là. Pour les enfants, ouais. Ok. Le concert baroque, les dates Le 12 octobre. 12 octobre. Ouais. Super. De toute façon, on mettra tous les Oui, liens on mettra et toutes les dates dans la description. Enfin, vous pouvez tout retrouver. Bon, du coup, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as apprécié notre petit podcast, quoi? Mais oui, c'était Est-ce que chouette. t'as passé un moment? Ouais, c'était chouette de discuter avec vous. Non, c'était un exercice sympa. Une première, mais voilà. Première à l'abbaye, quoi. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un super bon moment. C'était vraiment très agréable. Très content de connaître mieux l'histoire de l'abbaye aujourd'hui. Ouais. Ça aussi, c'est quand même super. Tout le musée qui est vraiment riche d'objets. Enfin, vraiment, le peu que j'ai vu, on a quand même visité un peu l'abbaye avant de venir. C'est vrai que c'est quand même assez fou. Des fois, il y a tellement d'objets, des fois, on ne sait même pas trop où poser les yeux. Exactement. Ouais, c'est une collection impressionnante. Donc, c'est assez impressionnant. Ouais. Et moi, je suis très content de cette émission. Bah, ouais. Chouette. Et bien, on va clore l'émission, le podcast. on vous envoie le bisou, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, comme on l'a dit, c'est important pour nous parce que on aimerait faire plus souvent ce genre d'émission. Ça nous motive à continuer et peut-être aller aussi démarcher d'autres lieux un peu. N'hésitez pas aussi à nous proposer des lieux comme vous aimeriez qu'on a visité, peut-être qu'on pourrait les contacter et voir s'ils ont envie de nous accueillir eux aussi. Bah ouais, ce serait bien. plaisir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires, c'est très important. On vous fait des gros bisous, à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.